La poussière de la brosse à récurer s'élevait en petits nuages. Molly Nash avançait sur le parquet des appartements du contremaître du ranch. Ses genoux lui faisaient mal après des heures de travail. Un travail qui semblait s'étirer sans fin devant elle. C'était en 1883, à Marysville, dans l'Utah, une petite ville minière nichée dans la vallée de Sevier. Là où les opportunités étaient rares et où la survie signifiait souvent accepter n'importe quel travail, aussi pénible ou humiliant soit-il. Elle était arrivée il y a 3 semaines par la diligence de Salt Lake City. Toute sa vie était contenue dans un unique sac de voyage usé. Elle fuyait des fiançailles arrangées par l'associé de son défunt père. C'était pour régler des dettes qu'elle n'avait jamais contractées. La maison du ranch appartenait au vaste Cottonwood Creek Ranch, l'une des plus grandes exploitations de bétail de la vallée, et elle avait été engagée par la gouvernante en chef, Madame Winters. Celle-ci avait eu pitié d'elle quand elle était apparue à la porte de la cuisine, l'air à moitié morte de faim et désespérée. La paye était maigre, mais elle comprenait une petite chambre dans les quartiers des domestiques et 3 repas par jour. C'était plus que ce que beaucoup de femmes dans sa situation pouvaient espérer. Molly écarta une mèche de cheveux auburn foncés de son visage, laissant une traînée de saleté sur sa joue tout en continuant à frotter. Elle avait 22 ans et avait autrefois vécu dans une maison confortable avec ses parents en ville. Là-bas, elle avait appris à lire, à écrire et à jouer du piano. Mais la mort inattendue de son père d'une pneumonie, 2 ans plus tôt, avait révélé une montagne de dettes de jeu. Et sa mère avait succombé au chagrin peu de temps après. Tout ce qu'il possédait avait été saisi. Et Molly s'était retrouvée seule dans un monde qui avait peu de pitié pour les femmes sans famille ni fortune. Le bruit de bottes sur le porche en bois la figea. Elle jeta un coup d'œil à la fenêtre et vit que le soleil était encore haut, ce qui signifiait qu'il était trop tôt pour que le contremaître revienne des pâturages. Ethan Owens passait généralement ses journées à superviser les employés du ranch, à vérifier les clôtures, à gérer le bétail. Il s'occupait des tâches sans fin qui assuraient le bon fonctionnement de la vaste exploitation. Madame Winters lui avait assuré qu'elle aurait largement le temps de nettoyer ses appartements avant son retour pour le souper. La porte s'ouvrit brusquement et le cœur de Molly lui monta à la gorge. Ethan Owens lui-même entra, sa haute silhouette remplissant l'encadrement de la porte. C'était un homme remarquable, approchant la trentaine. Il avait la peau bronzée par le soleil, des cheveux bruns foncés qui bouclaient légèrement sur son col. Et ses yeux bleus perçants semblaient tout voir en un seul instant. Ses vêtements de travail étaient poussiéreux, et il se déplaçait avec l'assurance d'un homme habitué à l'autorité et au respect. Que faites-vous? Sa voix était grave, mais pas méchante, alors qu'il la fixait, agenouillée sur son sol avec la brosse à la main. Molly se releva précipitamment, manquant de renverser le seau d'eau savonneuse dans sa hâte. « Je nettoie, monsieur. Madame Winters a dit que votre plancher avait besoin d'être frotté. »« Arrêtez !» Il leva une main, son expression troublée. « Vous n'êtes pas ma servante. » Les mots restèrent en suspens entre eux, et Molly sentit la confusion l'envahir. « Mais monsieur, je travaille ici. Madame Winters m'a engagé pour aider aux tâches ménagères. »« Pour la maison principale, dit fermement Ethan, pas pour mes appartements personnels. Je n'admets pas que des gens frottent le sol à 4 pattes comme ça. Ce n'est pas juste. » Molly le regarda, incertaine de la réponse à donner. D'après son expérience, les hommes de position se souciaient rarement du confort ou de la dignité de ceux qui travaillaient pour eux. « Cela ne me dérange pas, monsieur. C'est un travail honnête. »« Peut-être, mais je ne le tolérerai pas. » Il passa devant elle et ouvrit plus grande la porte. « Retournez à la maison principale. Dites à Madame Winters que je nettoierai mes propres sols. »« Elle sera en colère contre moi, » protesta Molly, l'anxiété montant dans sa voix. « Elle a dit que vos appartements devaient être impeccables. » La mâchoire d'Ethan se contracta. « Alors elle pourra être en colère contre moi. Je lui parlerai moi-même. Maintenant, s'il vous plaît, partez. » Molly hésita, puis se pencha pour ramasser le seau et la brosse. En se redressant, de l'eau déborda et éclaboussa le sol qu'elle venait de nettoyer. Son visage rougit d'embarras, et elle posa rapidement le seau, attrapant le chiffon glissé dans la poche de son tablier. « Je suis désolé. Je vais nettoyer ça tout de suite. »« Laissez. » La voix d'Ethan était plus douce maintenant. « J'ai dit que je m'en occuperais. Quel est votre nom? »« Molly Nash, monsieur. »« Eh bien, mademoiselle Nash,
J'apprécie que vous essayiez de faire votre travail, mais je pensais ce que j'ai dit. Vous n'êtes pas ma servante et je ne vous traiterai pas comme telle. Il fit une pause, étudiant son visage avec une intensité qui la rendit nerveuse. On dirait que vous n'avez pas mangé aujourd'hui. Quand avez-vous pris un vrai repas pour la dernière fois? La question l'a pris au dépourvu. J'ai pris mon petit déjeuner, monsieur. C'était il y a 8 heures. Il désigna la petite table près de la fenêtre. Asseyez-vous. Je vais vous chercher quelque chose à la cuisine. Ce n'est pas nécessaire, monsieur. Je mangerai avec les autres employés à l'heure du souper. Asseyez-vous, mademoiselle Nash. Ce n'est pas une demande. L'autorité dans son ton ne laissait aucune place à la discussion, et Molly se retrouva à s'enfoncer dans l'une des chaises de sa table. Elle croisa les mains sur ses genoux, se sentant terriblement mal à l'aise dans l'espace privé de cet homme. Par la fenêtre, elle pouvait voir la vaste étendue du ranch s'étirant vers les montagnes. Du bétail paissait paisiblement au loin, tandis que les employés du ranch se déplaçaient parmi eux comme de petites silhouettes dans un tableau vivant. Ethan revint quelques minutes plus tard, portant une assiette remplie de pain, de fromage, de bœuf froid et de cornichons. Il la posa devant elle avec un verre de lait frais. « Mangez. »« Merci, monsieur. » Le ventre de Molly gargouilla bruyamment, trahissant sa faim. Elle attrapa le pain, essayant de conserver une certaine dignité en prenant de petites bouchées prudentes. Ethan tira l'autre chaise et s'assit en face d'elle, la regardant manger. Le silence s'étira entre eux, pas exactement inconfortable, mais chargé de quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Finalement, il parla. « D'où venez-vous? »« De Salt Lake City, à l'origine, » répondit Molly entre deux bouchées. « Mes parents sont décédés et je suis venu à Marysville chercher du travail. »« Pas d'autre famille? »« Non, monsieur. » Il hocha lentement la tête, son expression pensive. « C'est un chemin difficile pour une femme seule. » « Depuis combien de temps travaillez-vous ici? »« 3 semaines. »« Et Madame Winters vous a fait frotter les sols pendant tout ce temps? » Molly choisit ses mots avec soin. « Je fais tout ce qui doit être fait, monsieur. Frotter, laver, repriser, cuisiner quand le cuisinier habituel a besoin d'aide. Madame Winters dirige la maison et je suis ses instructions. » « Je vois. » Ethan se leva et se dirigea vers la fenêtre, les mains jointes derrière le dos. « Madame Winters est efficace. Je lui accorde ça, mais elle a des idées un peu démodées sur la façon de traiter le personnel. Le propriétaire du ranch, M. Sullivan, est souvent en voyage d'affaires à Denver, donc il ne voit pas comment elle gère les choses au quotidien. « Elle n'est pas méchante, » dit rapidement Molly, ne voulant pas dire du mal de la femme qui lui avait donné un emploi. « Elle est juste très à cheval sur la façon dont les choses doivent être faites. »« À cheval. » Ethan se retourna pour lui faire face et il y avait quelque chose comme de l'amusement dans ses yeux. C'est une façon diplomatique de le dire. Molly termina la nourriture dans son assiette, se sentant plus humaine maintenant que son estomac vide était rempli. « Merci pour le repas, monsieur. Je devrais retourner à mes tâches avant qu'on ne remarque mon absence. »« Attendez. » Ethan se dirigea vers son bureau et prit un livre qui y était posé. « Savez-vous lire? »« Oui, monsieur. Mon père croyait en l'éducation pour ses fils comme pour ses filles. » Elle se reprit. « Il n'avait pas de fils, seulement moi, donc j'ai reçu toute l'éducation qu'il pouvait offrir. » Ethan lui tendit le livre. « Alors prenez ceci. Je l'ai déjà lu et il ne fait que prendre la poussière ici. Vous pourriez l'apprécier pendant votre temps libre. » Molly fixa le volume dans ses mains. C'était un exemplaire des 4 filles du Dr. March de Louisa May Alcott, un roman dont elle avait entendu parler mais qu'elle n'avait jamais lu. « Monsieur, je ne pourrais jamais. »« Pourquoi pas? C'est le vôtre et je ne suis qu'une servante, ce ne serait pas convenable. » Je pensais que nous avions établi que vous n'êtes pas ma servante. Il lui mit le livre dans les mains. « S'il vous plaît, prenez-le. Une femme qui sait lire devrait avoir accès au livre. La connaissance et les histoires ne devraient pas être des privilèges réservés à certaines classes de personnes. » Le poids du livre dans ses mains semblait significatif, comme s'il représentait quelque chose de plus qu'une simple histoire. Molly le serra contre sa poitrine, sentant les larmes lui piquer les yeux. « Merci, Monsieur Owens, c'est très gentil de votre part. Appelez-moi simplement Ethan quand nous parlons en privé. » Il lui ouvrit la porte. « Et Mademoiselle Nash, si Madame Winters essaie de vous renvoyer ici pour nettoyer, venez me le dire directement. Je m'en occuperai. »
Molly se dépêcha de retourner à la maison principale, l'esprit tourbillonnant de confusion et de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Elle n'avait jamais rencontré un homme de position qui lui parlait d'égal à égal, qui semblait sincèrement préoccupé par sa dignité et son confort. D'après son expérience, les hommes d'autorité l'utilisaient pour prendre ce qu'ils voulaient, peu importe les conséquences pour les autres. Madame Winters était dans la cuisine quand Molly entra par la porte de derrière. La femme plus âgée leva les yeux des légumes qu'elle coupait, ses yeux vifs observant le retour de Molly. « Vous avez déjà fini les appartements de Monsieur Owens? Il m'a renvoyé, madame. Il a dit qu'il préférait nettoyer son propre espace. » Le couteau de Madame Winters s'immobilisa sur la planche à découper. « Vraiment? »« Oui, madame. Il a été très insistant à ce sujet. » L'expression de la gouvernante était indéchiffrable. « Eh bien, dans ce cas, je suppose que nous devons respecter les souhaits du contremaître. Vous pouvez m'aider à préparer le souper à la place. Nous nourrissons 20 employés de ranch ce soir, et ce n'est pas une mince affaire. » Molly passa le reste de l'après-midi à éplucher des pommes de terre, à pétrir la pâte à pain et à remuer d'énormes marmites de ragoût, pendant que Madame Winters dirigeait les opérations avec une précision militaire. La cuisine était étouffante à cause du poêle à bois, et au moment où la cloche du dîner sonna, la robe de Molly était trempée de sueur et ses bras lui faisaient mal à cause du travail répétitif. Les employés du ranch entrèrent dans la salle à manger, un groupe d'hommes rudes, allant de jeunes garçons à peine assez âgés pour se raser à des cow-boys grisonnants qui avaient tassé toute leur vie dans les pâturages. Ils étaient bruyants et exubérants, échangeant des blagues et des insultes en remplissant leurs assiettes de portions généreuses. Molly aida à servir, se déplaçant entre les tables avec des pichets d'eau et de café, remplissant les assiettes et ramassant les plats vides. Ethan entra en dernier, sa présence commandant immédiatement l'attention même s'il ne dit pas un mot. Les hommes hochèrent la tête respectueusement à son passage, et Molly remarqua comment ils semblaient se redresser sur leur siège, comme si sa simple présence leur rappelait de bien se tenir. Il prit sa place habituelle en bout de table, et l'un des plus jeunes employés, un garçon aux taches de rousseur nommé Tommy, se lança immédiatement dans le récit d'un veau têtu qui l'avait entraîné dans une course-poursuite à travers la moitié de la vallée. Alors que Molly se déplaçait dans la salle à manger, elle sentit le regard d'Ethan la suivre. Ce n'était pas un regard prédateur ou possessif comme ceux qu'elle recevait parfois des hommes en ville. Au contraire, il semblait presque protecteur, comme s'il s'assurait qu'aucun des employés ne la dérangeait ou ne la traitait avec irrespect. Après le dîner, Molly aida à faire la vaisselle, frottant les assiettes et les casseroles jusqu'à ce que ses mains soient à vif et ridées. Au moment où elle regagna enfin sa petite chambre dans les quartiers des domestiques, il faisait nuit noire et chaque muscle de son corps réclamait du repos. Elle alluma la lampe à Will sur sa table de chevet et déballa soigneusement le livre qu'Ethan lui avait donné. Elle lut jusqu'à ce que ses yeux deviennent lourds, se perdant dans l'histoire des sœurs March et de leur lutte pendant la guerre de sécession. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas eu le luxe de lire pour le plaisir, et le confort familier d'être transportée dans un autre monde était comme un remède pour son âme fatiguée. Le lendemain matin, Molly se réveilla avant l'aube pour aider à préparer le petit déjeuner des employés du ranch. Elle mélangeait de la pâte pour des crêpes quand Ethan apparut à l'entrée de la cuisine, les surprenant, elle et Madame Winters. « Bonjour, mesdames, dit-il poliment. « Madame Winters, puis-je vous parler un instant en privé? » La gouvernante s'essuya les mains sur son tablier et suivit Ethan dans le couloir. Molly essaya de ne pas écouter aux portes, mais leur voix traversait les murs minces. « Je veux apporter quelques changements aux tâches de Mademoiselle Nash, » disait Ethan. « Elle est surmenée, et je ne pense pas que ce soit nécessaire ou juste. Elle est payée pour travailler, Monsieur Owens, comme le reste du personnel. Elle est payée une misère pour s'épuiser au travail. Je veux que ses heures soient réduites et son salaire augmenté. » Il y eut une longue pause avant que Madame Winters ne réponde. « Ce n'est pas à vous de décider, monsieur. Le budget de la maison et les salaires du personnel sont de ma responsabilité, et la gestion globale de ce ranch est la mienne. » La voix d'Ethan resta calme mais ferme. « Monsieur Sullivan m'a laissé en charge pendant son absence, ce qui signifie que j'ai autorité sur tous les aspects du ranch, y compris la façon dont nous traitons nos employés. Si cela vous pose un problème, vous êtes libre de lui écrire à Denver. »
Un autre silence, puis Madame Winters parla de nouveau, son ton soigneusement neutre. Que proposez-vous exactement? Mademoiselle Nash travaillera 6 jours par semaine au lieu de 7. Elle aura tous les dimanches de libre pour se reposer ou faire ce qu'elle veut. Son salaire augmentera de 50% avec effet immédiat. Et elle prendra ses repas en même temps que les autres employés, pas après que tout le monde ait mangé les restes. Les mains de Molly tremblaient alors qu'elle versait la pâte sur la plaque chauffante. Personne n'avait jamais pris sa défense de cette manière, surtout pas un homme à qui elle n'avait parlé qu'une seule fois. Elle ne savait pas quoi en penser. Vous êtes trop généreux, Monsieur Owens, dit Madame Winters. Cela crée un dangereux précédent. Les autres employés s'attendront au même traitement. Bien, ils le méritent probablement aussi. Des bruits de pas indiquèrent qu'Ethan s'éloignait. Je parlerai à Monsieur Sullivan de la révision des salaires de tout le monde à son retour. En attendant, mes instructions concernant Mademoiselle Nash doivent être suivies. Sommes-nous clairs? Parfaitement clairs, monsieur. Quand Madame Winters retourna à la cuisine, son expression était tendue mais contrôlée. Elle ne mentionna pas la conversation et Molly fit semblant de n'avoir rien entendu. Elles travaillèrent de côte à côte, dans un silence tendu, préparant assez de crêpes, d'œufs et de bacon pour nourrir une armée. Au cours des semaines suivantes, la vie de Molly au ranch s'améliora progressivement. Elle avait ses dimanches de libre, qu'elle utilisait pour explorer la ville de Marysville, assister aux services religieux et lire les livres qui commençaient à apparaître mystérieusement sur une étagère près de sa chambre. Elle soupçonnait Ethan de les laisser pour elle, mais il ne le reconnut jamais et elle ne demanda rien. Son salaire augmenté signifiait qu'elle pouvait commencer à économiser de l'argent, un luxe qu'elle n'avait jamais eu auparavant. Pour la première fois depuis la mort de ses parents, elle s'autorisa à imaginer un avenir qui n'impliquait pas une lutte et une incertitude constante. Peut-être pourrait-elle un jour économiser assez pour louer une petite chambre en ville et faire de la couture ou donner des leçons de piano pour subvenir à ses besoins. Ethan resta poli mais distant, la traitant avec la même courtoisie respectueuse qu'il montrait à tout le monde au ranch. Molly se disait qu'elle en était reconnaissante, que c'était mieux que l'alternative, mais elle ne pouvait nier le petit pincement de déception qu'elle ressentait chaque fois que leurs chemins se croisaient et qu'il se contentait de hocher la tête avant de passer son chemin. Puis vint le jour où tout changea. Molly étendait le linge dans la cour derrière la maison principale, les bras endoloris d'avoir essoré des draps et des serviettes lourdes, quand elle entendit des cris venant de la direction de la grange. Elle se retourna pour voir plusieurs employés de ranch courir vers une agitation, et son cœur se serra quand elle reconnut la voix d'Ethan s'élevant au-dessus des autres. Reculez, tout le monde, reculez. Elle laissa tomber la chemise mouillée qu'elle tenait et courut vers la grange, ses jupes s'emmêlant dans ses jambes. Une foule s'était rassemblée près du corral, et elle se fraya un chemin pour voir ce qui se passait. Au centre du corral, un énorme étalon noir se cabrait et ruait, les yeux fous de peur ou de fureur. Ethan se tenait près de la clôture, essayant de calmer l'animal d'une voix basse et régulière, mais le cheval n'en voulait rien savoir. « Que s'est-il passé? » demanda Molly à Tommy, qui se tenait à côté d'elle. « Un nouveau cheval est arrivé ce matin, » expliqua le jeune employé. Il était censé être dressé pour la montée, mais quelqu'un a clairement menti. Monsieur Owens essayait de l'évaluer quand il a eu peur. L'étalon chargea soudainement vers Ethan, qui plongea sur le côté juste à temps. Il roula et se releva en courant, mais le cheval fit demi-tour et chargea de nouveau. Cette fois, Ethan ne fut pas assez rapide. L'un des sabots du cheval l'atteignit à l'épaule, l'envoyant s'étaler au sol. Molly hurla, le son arraché de sa gorge avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Plusieurs employés sautèrent immédiatement dans le corral, criant et agitant leurs chapeaux pour distraire l'étalon, tandis que 2 autres traînaient Ethan en sécurité. Le cheval fut finalement parqué dans un enclos séparé et sécurisé, mais toute l'attention de Molly était concentrée sur Ethan, qui était conscient mais visiblement en douleur. « Amenez-le à la maison », ordonna Madame Winters, apparaissant à côté de Molly, « et que quelqu'un aille en ville chercher le docteur. » Ils transportèrent Ethan dans ses appartements et l'allongèrent sur son lit. Molly suivit sans réfléchir, les mains tremblantes en le regardant grimacer de douleur. Son épaule gauche était déjà en train de gonfler, le tissu de sa chemise déchiré et ensanglanté là où le sabot avait frappé. « Je dois examiner la blessure », dit vivement Madame Winters. « Mademoiselle Nash, apportez-moi de l'eau chaude,
des linges propres et la trousse médicale du garde-manger. Molly courut obéir, l'esprit en proie à la peur. Et si la blessure était grave, et s'il avait des os cassés ou une hémorragie interne, elle avait vu des hommes mourir pour moins que ça, des infections s'installant à partir de blessures qui semblaient mineures au début. Quand elle revint avec les fournitures, Madame Winters découpait la chemise d'Ethan pour exposer son épaule blessée. La peau devenait déjà violette à cause des ecchymoses, et il y avait une profonde entaille là où le sabot avait percé la peau. Le visage d'Ethan était pâle, sa mâchoire serrée contre la douleur, mais il restait conscient et alerte. « Ça va faire mal », avertit Madame Winters en commençant à nettoyer la plaie. « Essayez de ne pas bouger. » La main d'Ethan jaillit et agrippa le montant du lit, ses jointures blanchissant tandis que Madame Winters travaillait. Molly se tenait à proximité, se sentant impuissante et inutile. Sans réfléchir, elle s'approcha et prit sa main libre dans les siennes. « Serrez aussi fort que nécessaire, dit-elle doucement. Ça ne me dérange pas. » Ses yeux bleus rencontrèrent les siens, et pendant un instant, la douleur en eux fut remplacée par autre chose, quelque chose de chaud et de reconnaissant. Ses doigts se refermèrent sur les siens, pas écrasants mais fermes, comme s'il puisait de la force dans ce contact. Madame Winters nettoya et pansa la blessure avec des mouvements efficaces, puis recula pour évaluer son travail. Le docteur devra vérifier s'il y a des os cassés, mais il ne semble pas que quelque chose de vital ait été endommagé. Vous avez eu de la chance, Monsieur Owens. Je ne me sens pas chanceux, marmonna Ethan, mais il y avait une pointe d'humour ironique dans sa voix. Le docteur arriva 1 heure plus tard, un homme corpulent nommé Dr. Harrison, qui pratiquait la médecine à Marysville depuis 20 ans. Il examina Ethan minutieusement, palpant et poussant, tandis que son patient endurait avec les dents serrées. « Pas d'os cassés », annonça finalement le Dr. Harrison. « Mais vous avez une sacrée contusion et cette entaille va nécessiter des soins attentifs pour éviter l'infection. Vous devrez reposer cette épaule pendant au moins 2 semaines, ce qui signifie pas de charge lourde, pas d'équitation et certainement pas de lutte avec des chevaux sauvages. » 2 semaines? Ethan essaya de s'asseoir et le regretta immédiatement, retombant avec un gémissement. « Je ne peux pas être immobilisé pendant 2 semaines. Il y a trop de travail à faire. Alors vous feriez mieux d'avoir quelqu'un de confiance pour gérer les choses en votre absence, » dit le Dr. Harrison sans sympathie. « Parce que si vous forcez trop tôt, vous aggraverez la blessure et serez hors service encore plus longtemps. Y a-t-il quelqu'un qui peut vous aider pour vos besoins de bail pendant votre convalescence? » Tout le monde se tourna pour regarder Molly, qui se tenait toujours à côté du lit. Elle sentit son visage rougir sous la tension. « Mademoiselle Nash a déjà bien assez à faire, » commença Madame Winters, mais Ethan l'interrompit. « Si Mademoiselle Nash est si d'accord, j'apprécierais son aide, mais seulement si elle accepte volontairement. Je n'ordonnerai à personne de me servir d'infirmière. » Molly n'hésita pas. « Bien sûr que j'aiderai. Vous n'avez été que gentil avec moi depuis mon arrivée. C'est la moindre des choses que je puisse faire. » C'était donc réglé. Pendant les 2 semaines suivantes, la tâche principale de Molly serait de s'occuper d'Ethan pendant sa convalescence. Madame Winters assigna une autre fille pour reprendre les tâches ménagères habituelles de Molly, et Molly déménagea ses quelques affaires dans une petite chambre adjacente aux appartements d'Ethan, afin d'être à proximité s'il avait besoin de quelque chose pendant la nuit. Les premiers jours furent les plus difficiles. Ethan souffrait beaucoup malgré le laudanum que le Dr. Harrison lui avait laissé, et il luttait contre l'inactivité forcée. C'était un homme habitué à être dehors, à travailler de ses mains, à résoudre des problèmes et à prendre des décisions. Être confiné à son lit avec un bras pratiquement inutile le laissait frustré et agité. Molly fit de son mieux pour le mettre à l'aise. Elle lui apportait ses repas, changeait ses pansements, lui lisait des livres quand il ne pouvait pas dormir, et l'écoutait quand il avait besoin d'exprimer ses frustrations. Elle apprit qu'il avait grandi dans un petit ranch du Wyoming, le plus jeune de 4 frères. Son père était mort quand Ethan avait 16 ans, et il avait passé les années suivantes à occuper divers emplois de ranch dans l'Ouest, apprenant le métier du bétail de A à Z. « Je suis venu en Utah il y a 5 ans, » lui raconta-t-il un après-midi alors qu'elle l'aidait à s'asseoir pour déjeuner. « Monsieur Sullivan m'a engagé comme simple employé, mais je suis devenu contremaître en 2 ans. C'est un homme bon, juste et honnête, ce qui est plus rare que ça ne devrait l'être dans ce métier.
Vous avez manifestement un don pour ce travail, dit Molly, en lui servant de la soupe dans un bol. Les employés du ranch vous respectent. Je le vois dans leur façon d'agir quand vous êtes là. Le respect doit se mériter, répondit Ethan. Je ne demande pas à mes hommes de faire quoi que ce soit que je ne ferai pas moi-même. Je les traite équitablement, je leur paie ce qu'ils valent, et je ne tolère pas l'intimidation ou la cruauté, que ce soit envers les gens ou les animaux. Molly posa le bol sur le plateau sur ses genoux. Est-ce que pour ça que vous avez tant insisté pour que je ne frotte pas vos sols? Parce que vous ne croyez pas qu'il faille traiter les gens comme s'ils étaient inférieurs à vous? En partie pour ça, et en partie parce que j'ai été élevé par une mère qui s'est tuée à la tâche pour faire tourner notre maison après la mort de mon père. Je l'ai vu frotter les sols et laver le linge jusqu'à ce que ses mains saignent, pendant que mes frères aînés ne levaient à peine le petit doigt pour aider parce qu'ils considéraient que c'était un travail de femme. J'ai juré alors que si j'avais un jour une quelconque autorité, je l'utiliserais pour rendre les choses un peu plus faciles pour les gens qui ont la vie dure. Il y avait quelque chose dans sa voix quand il parlait de sa mère, un chagrin et une culpabilité persistants qui disaient à Molly qu'il portait encore cette perte avec lui. Elle comprenait trop bien ce sentiment. Elle serait fière de vous, dit doucement Molly. Vous êtes un homme bon, Ethan Owens. Il la regarda alors, la regarda vraiment, et Molly sentit son souffle se couper. L'air entre eux semblait s'épaissir de mots non dits et de possibilités. Puis Ethan s'éclaircit la gorge et se concentra sur sa soupe, et le moment passa. Au fil des jours, ils trouvèrent un rythme facile. Molly se réveillait à l'aube et préparait le petit déjeuner d'Ethan, puis l'aidait à se laver et à s'habiller, un processus qui fut maladroit au début, mais qui devint progressivement routinier. Elle changeait ses pansements, vérifiant tout signe d'infection, puis passait la matinée à lui lire des livres ou à faire de la couture pendant qu'il somnolait. L'après-midi, s'il se sentait assez fort, elle l'aidait à marcher dans ses appartements pour éviter que ses muscles ne se raidissent. Il s'appuyait lourdement sur elle au début, son bras valide drapé sur ses épaules, et Molly était parfaitement consciente de sa chaleur et de sa force, même dans son état affaibli. Il parlait de tout et de rien. Il lui racontait des histoires sur ses aventures de jeune cow-boy, sur des débandades de bétail, des voleurs de bétail et des hivers rigoureux qui tuaient des troupeaux entiers. Elle lui parlait de son enfance à Salt Lake City, de récitals de piano, de pique-niques d'été et de la vitesse dévastatrice avec laquelle sa vie confortable s'était effondrée après la mort de son père. « Ça vous manque ?» demanda-t-il un soir alors qu'ils étaient assis près de la fenêtre à regarder le soleil se coucher sur les montagnes. « La ville, je veux dire, la vie que vous aviez avant. » Molly réfléchit attentivement à la question. « Mes parents me manquent terriblement. La sécurité de savoir d'où viendrait mon prochain repas et d'avoir un toit sur la tête qui ne pouvait pas être enlevé sur un coup de tête de quelqu'un me manque. Mais le reste, les visites sociales, les dîners et les commérages sans fin, non, ça ne me manque pas du tout. Que voulez-vous alors? Si vous pouviez avoir n'importe quoi, que choisiriez-vous? » C'était une question si simple, mais elle la frappa avec une force inattendue. Personne ne lui avait jamais demandé ce qu'elle voulait, comme si ses désirs et ses rêves comptaient. Elle avait passé si longtemps à se concentrer sur la simple survie qu'elle avait cessé de s'autoriser à imaginer quoi que ce soit au-delà de passer chaque journée. « Je veux un endroit à moi, dit-elle finalement. Rien de grandiose, juste une petite maison avec un jardin où je pourrais faire pousser des légumes et des fleurs. Je veux me sentir en sécurité, savoir que je ne dépends de la charité ou de la bonne volonté de personne pour mes besoins de base. Et je veux être utile, faire un travail qui compte et qui aide les gens. » « Ça ne semble pas trop demandé, dit Ethan doucement. Vous méritez tout ça et plus encore. Et vous? Molly lui retourna la question. « Que voulez-vous? » Il resta silencieux un long moment, regardant le paysage qui s'assombrissait. « Je veux construire quelque chose de durable. Monsieur Sullivan a parlé de me vendre un jour une partie de ce ranch pour que je puisse démarrer ma propre exploitation. J'économise chaque centime et dans quelques années, je devrais en avoir assez. Mais gérer un ranch seul est une perspective solitaire. J'ai toujours imaginé que j'aurais un partenaire, quelqu'un avec qui partager le travail et les récompenses. Vous voulez dire une femme? Je suppose que oui. » Il la regarda puis détourna rapidement les yeux. « Mais trouver une femme qui est prête à accepter la vie difficile d'une épouse de rancher,
Qui ne sera pas effrayé par l'isolement, les longues heures et l'incertitude? Ce n'est pas facile. Le cœur de Molly battait trop vite. Elle savait qu'elle devrait changer de sujet, orienter la conversation vers des eaux plus sûres, mais elle ne parvenait pas à s'y résoudre. Je pense que vous vous sous-estimez. N'importe quelle femme aurait de la chance d'avoir un homme comme vous. Le seriez-vous? La question était à peine plus qu'un murmure, mais elle flottait entre eux comme un défi. La bouche de Molly devint sèche. Serais-je quoi? Vous considéreriez-vous chanceuse d'avoir un homme comme moi? Elle aurait dû esquiver, faire une blague, lui rappeler qu'elle était de son employé et qu'il était de son supérieur et que cette conversation était dangereusement inappropriée. Au lieu de cela, elle se retrouva à répondre avec une honnêteté totale. Oui, oui, je le serai. Le silence qui suivit était chargé d'électricité. Ethan tendit sa main valide et toucha doucement sa joue. Ses doigts cailleux étaient étonnamment tendres contre sa peau. Molly se pencha vers ce contact, ses yeux se fermant. Molly, il prononça son nom comme une prière. Je veux que vous compreniez quelque chose. Je ne vous ai pas demandé de prendre soin de moi parce que je voulais vous manipuler pour que vous vous sentiez obligé envers moi. Si vous avez des sentiments pour moi au-delà d'une simple amitié, je dois savoir qu'ils sont réels, pas nés de la gratitude ou d'un sens du devoir. Elle ouvrit les yeux et rencontra son regard directement. Je connais la différence entre la gratitude et ceci. Je ne suis pas une jeune fille naïve qui confond la gentillesse avec l'amour. Ce que je ressens pour vous est réel, Ethan. Ça me terrifie, mais c'est réel. Il lui prit le visage en coupe, son pouce traçant la ligne de sa pommette. Je suis à moitié amoureux de vous depuis ce premier jour où je vous ai trouvé en train de frotter mes sols et que vous m'avez regardé avec une telle confusion quand je vous ai dit d'arrêter. Vous étiez si déterminé à bien faire votre travail, si pleine de dignité malgré votre situation. Je ne pouvais pas arrêter de penser à vous. Alors pourquoi avez-vous gardé vos distances? Pendant des semaines, vous m'avez à peine parlé. Parce que j'essayais de faire ce qui est juste. Vous travailliez pour moi ici et cela crée un déséquilibre de pouvoir. Je ne voulais pas que vous vous sentiez sous pression ou que vous pensiez que la sécurité de votre emploi dépendait de la réciprocité de mes sentiments. Mais ces 2 dernières semaines, être près de vous tous les jours, parler avec vous, apprendre qui vous êtes sous la surface, je ne peux plus faire semblant. Je suis amoureux de vous, Molly Nash. Les mots déverrouillèrent quelque chose dans sa poitrine, une tension dont elle n'avait pas réalisé qu'elle la portait. Je vous aime aussi. Il se pencha lentement, lui donnant toute possibilité de reculer, mais Molly le rejoignit à mi-chemin. Leurs lèvres se touchèrent doucement d'abord, hésitantes et interrogatives, puis avec une certitude croissante. Sa main glissa dans ses cheveux, la tirant plus près, et les mains de Molly se posèrent sur sa poitrine, sentant le battement régulier de son cœur sous ses paumes. Quand ils se séparèrent et enfin, tous deux légèrement essoufflés, Ethan posa son front contre le sien. Nous allons faire les choses correctement. Je vais vous faire la cour comme il se doit, comme vous le méritez. Nous prendrons notre temps, et si vous décidez que je ne suis pas ce que vous voulez, il n'y aura aucune conséquence. Votre emploi est assuré quoi qu'il arrive. Je sais déjà ce que je veux, murmura Molly, mais je vous laisserai me faire la cour quand même, parce que vous êtes un homme têtu qui a besoin de faire les choses correctement. Il rit, le son chaud et riche, et la serra de nouveau contre lui. Ils restèrent assis ensemble près de la fenêtre jusqu'à la nuit noire, enlacés, faisant des plans discrets pour un avenir qui semblait soudainement brillant de possibilités. Au cours des semaines suivantes, alors qu'Ethan retrouvait ses forces, il tint sa promesse de faire la cour à Molly comme il se doit. Il demanda à Madame Winters la permission d'emmener Molly pour des sorties chaperonnées pendant ses jours de congé. La gouvernante accepta, bien que son expression suggérât qu'elle avait des opinions sur la situation qu'elle gardait pour elle. Ethan emmena Molly pique-niquer près du ruisseau qui traversait la propriété du ranch, étendant des couvertures à l'ombre pendant qu'ils mangeaient des sandwichs et des fruits et parlaient de leur enfance, de leurs rêves, de leurs peurs. Il lui apprit à monter une jument douce nommée Bouton d'Or, tenant de la longe pendant que Molly apprenait à se sentir en sécurité en selle. Il lui apporta des fleurs sauvages cueillies dans les prairies, non pas parce que c'était attendu ou traditionnel, mais parce qu'il savait qu'elle aimait les couleurs vives et les pétales délicats. Ils allèrent à l'église ensemble à Marysville, assis côte à côte
sur les bancs de bois usés pendant que la congrégation chuchotait et spéculait sur le contremaître du ranch et la servante. Molly se fichait de ce que les gens se disaient. Pour la première fois depuis des années, elle était vraiment heureuse. Elle se réveillait chaque matin avec un sentiment d'anticipation, sachant qu'elle verrait le sourire d'Ethan, entendrait de son rire, sentirait de sa main frôler la sienne quand personne ne regardait. Mais tout le monde n'était pas satisfait de leur relation naissante. Un après-midi, environ 2 mois après la guérison de la blessure d'Ethan, M. Sullivan revint de Denver. C'était un homme grand et imposant, la cinquantaine, avec des cheveux argentés et des yeux vifs qui ne manquaient rien. Il convoqua Ethan dans son bureau le lendemain de son arrivée, et Molly ne put s'empêcher de s'inquiéter de ce dont ils pouvaient discuter. Elle pliait du linge dans la maison principale quand Ethan la trouva 1 heure plus tard. Son expression était troublée, et son cœur se serra. « Qu'est-ce qui ne va pas? » Qu'a dit M. Sullivan? Ethan jeta un coup d'œil pour s'assurer qu'ils étaient seuls, puis l'attira dans le garde-manger où ils pouvaient parler en privé. Il a entendu parler de nous. Apparemment, plusieurs personnes en ville lui ont écrit pour exprimer leurs inquiétudes quant à la bienséance du contremaître du ranch courtisant une servante. Molly sentit une terreur glaciale s'installer dans son estomac. Il désapprouve. Il ne vous désapprouve pas, vous, dit rapidement Ethan. En fait, il a parlé très en bien de vous, a dit que Mme Winters a rapporté que vous êtes une excellente travailleuse, mais il s'inquiète des apparences, de ce que cela donne de me voir courtiser quelqu'un qui travaille techniquement sous mon autorité. Alors il l'interdit? Non, Ethan prit ses mains dans les siennes. Il m'a donné un choix. Soit je mette fin à notre cours, soit vous cessez de travailler comme personnel de maison. Il a dit qu'il ne voulait pas que les gens disent que je profite de ma position pour séduire les domestiques. L'esprit de Molly s'emballa. Si elle arrêtait de travailler, elle perdrait son revenu, sa chambre, sa sécurité. Elle avait quelques économies maintenant grâce à l'intervention d'Ethan, mais pas assez pour subvenir à ses besoins de manière indépendante. Je ne peux pas me permettre de perdre mon poste. Je n'ai nulle part où aller. Je sais, et je ne vous demanderai pas de renoncer à votre sécurité. La prise d'Ethan sur ses mains se resserra. Mais j'ai une autre idée. Monsieur Sullivan et moi avons négocié la vente de 200 acres à la lisière nord de sa propriété. J'économise depuis des années et j'ai assez maintenant pour acheter la terre et construire une petite cabane. Ce ne sera pas grand-chose au début, juste une structure de base, mais ce serait à nous. À nous, le cœur de Molly battait si fort qu'elle pouvait à peine entendre sa propre voix. Épousez-moi, Molly. Je sais que c'est rapide et je sais que vous voudriez peut-être plus de temps, mais je vous aime et je veux passer le reste de ma vie avec vous. Dites oui et nous commencerons à construire notre avenir ensemble. Vous n'aurez plus jamais à vous soucier de la sécurité ou d'avoir un toit sur la tête. Vous serez ma partenaire dans tous les sens du terme. Des larmes coulèrent sur les joues de Molly, mais c'étaient des larmes de joie, pas de chagrin. Oui, oui, je vous épouserai. Ethan la prit dans ses bras, la serrant fort contre sa poitrine. Dieu merci, j'avais tellement peur que vous disiez que c'était trop tôt. La vie est trop courte et trop incertaine pour perdre du temps quand on trouve quelque chose de vrai, dit Molly, sa voix étouffée contre sa chemise. Je n'ai pas besoin d'une longue cour pour savoir que vous êtes le meilleur homme que j'ai jamais connu et que je veux me réveiller à vos côtés chaque matin pour le reste de ma vie. Ils se marièrent 3 semaines plus tard lors d'une simple cérémonie à l'église de Marysville. Molly portait une robe de coton bleu pâle que Mme Winters l'avait aidé à coudre. Et Ethan portait son plus beau costume avec une coupe de cheveux fraîche et un sourire nerveux. Monsieur Sullivan fut le témoin d'Ethan et Mme Winters celle de Molly, tous deux semblant satisfaits malgré leurs réserves initiales. Les employés du ranch leur organisèrent un dîner de célébration à la maison principale avec de la musique de violon, de la danse et plus de nourriture qu'il ne semblait possible. Tommy porta un toast décousu qui fit rire tout le monde et même Mme Winters esquissa un sourire quand l'un des cowboys plus âgés tenta de valser et finit par marcher sur les pieds de sa partenaire. Ethan et Molly passèrent leur nuit de noces dans les appartements d'Ethan au ranch, qui leur serviraient de domicile temporaire jusqu'à ce que leur cabane soit terminée. Molly se sentit nerveuse alors qu'ils fermèrent la porte derrière eux, se coupant du reste du monde. Mais Ethan fut patient et doux, la traitant comme quelque chose de précieux et de rare. « Nous avons tout le temps du monde, murmura-t-il contre ses cheveux,
alors qu'ils étaient allongés ensemble par la suite, enchevêtrés dans les draps. Inutile de se presser. La construction de leur cabane commença la semaine suivante. Ethan y travaillait à chaque instant libre, souvent avec l'aide des employés du ranch qui offraient leur temps le dimanche. Molly apportait le déjeuner sur le chantier, étendant des couvertures à l'ombre pendant que les hommes mangeaient, plaisantaient et planifiaient la prochaine phase de la construction. Elle regardait sa maison prendre forme planche par planche, son cœur se gonflant d'un sentiment de propriété et de fierté qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Ce n'était pas la maison de quelqu'un d'autre où elle travaillait comme servante. C'était la sienne, construite par les mains de son mari avec amour et soin. La cabane était modeste mais bien construite, avec 2 pièces en bas et une mezzanine pour dormir au-dessus. Il y avait une cheminée en pierre pour cuisiner et se chauffer, des fenêtres qui laissaient entrer beaucoup de lumière, et un porche couvert où ils pouvaient s'asseoir le soir et regarder le soleil se coucher sur leur terre. Monsieur Sullivan tint parole, leur vendant les 200 acres à un prix juste avec des conditions de remboursement généreuses. La terre avait de bons pâturages, un accès à l'eau et suffisamment de bois pour la construction et le chauffage. C'était tout ce dont ils avaient besoin pour démarrer leur propre exploitation de bétail. Ils emménagèrent dans la cabane à la fin d'octobre 1883, juste au moment où la première neige commençait à poudrer les sommets des montagnes. Molly se tenait dans la pièce principale vide, imaginant comment ils arrangeraient les meubles, où elle accrocherait les rideaux, où ils mettraient le poêle qu'Ethan avait commandé à Salt Lake City. « À quoi penses-tu? » demanda Ethan, venant derrière elle et l'enlaçant par la taille. « Je pense à combien ma vie est différente maintenant par rapport à il y a un an. L'hiver dernier, j'étais désespéré et seul, ne sachant pas d'où viendrait mon prochain repas. Maintenant, je suis dans ma propre maison avec un mari que j'aime et un avenir qui ne me terrifie pas. Tu ne seras plus jamais seul, promit Ethan. Quoi que la vie nous réserve, nous y ferons face ensemble. Leur premier hiver dans la cabane fut dur mais heureux. La neige s'accumula autour de leur petite maison et ils passèrent de longues soirées au coin du feu, à lire, à parler et à planifier le printemps. Ethan continua de travailler comme contremaître pour M. Sullivan, tout en constituant progressivement leur propre troupeau de bétail avec des veaux achetés à bas prix et soignés pour les remettre sur pied. Molly découvrit qu'elle avait un talent pour l'élevage, aidant Ethan à s'occuper du bétail avec patience et compétence. Elle apprit à reconnaître les signes de maladie, à aider lors des naissances difficiles, à calculer les besoins en nourriture et les rotations de pâturage. Elle n'était plus seulement l'épouse d'un rancher, mais une partenaire à part entière dans leur entreprise. Le printemps apporta de nouveaux défis et de nouvelles joies. Leur petit troupeau avait grandi pendant l'hiver et Ethan engagea 2 jeunes employés de ranch pour l'aider dans son travail. Molly découvrit qu'elle était enceinte, une découverte qui la remplit à la fois d'excitation et de terreur. Et si quelque chose tournait mal, confia-t-elle à Ethan une nuit alors qu'ils étaient au lit, sa main posée sur son ventre encore plat. « Et si je ne suis pas une bonne mère? »« Tu seras une excellente mère, » dit Ethan avec une certitude totale. « Tu es forte, patiente et aimante. Notre enfant aura de la chance de t'avoir. » Leur fils naquit en décembre 1884, mis au monde par le Dr. Harrison dans leur cabane avec l'aide de Mme Winters. Ce fut un travail long et difficile et il y eut des moments où Molly pensa qu'elle n'y survivrait pas. Mais quand le docteur plaça enfin le nourrisson hurlant dans ses bras, chaque moment de douleur fut oublié. Ils le nommèrent Jimmys, d'après le père d'Ethan, et c'était un bébé en bonne santé et affamé, avec les yeux bleus de son père et les cheveux sombres de sa mère. Ethan fut un père dévoué dès le premier instant, prenant en charge les tétées nocturnes et les changements de couches sans se plaindre, arpentant le sol avec James quand il était agité, chantant des berceuses fausses qui fonctionnaient toujours d'une manière ou d'une autre. Les années passèrent dans un tourbillon de travail acharné et de plaisir simple. Leur ranch grandit lentement mais sûrement, leur troupeau augmentant d'année en année. Ethan cessa finalement de travailler pour M. Sullivan et se consacra à plein temps à leur propre exploitation. Le bétail qu'ils élevaient était réputé dans toute la vallée pour sa qualité et des acheteurs venaient d'aussi loin que Salt Lake City pour acheter leur bétail. Molly donna naissance à 2 autres enfants, une fille nommée Sarah en 1887 et un autre fils nommé Daniel en 1890. Leur cabane fut agrandie pour accueillir la famille agrandissante
avec des chambres supplémentaires ajoutées et une vraie cuisine construite à l'arrière. La vie n'était pas toujours facile. Il y eut des années où le temps était mauvais et ils perdirent du bétail à cause des tempêtes ou des maladies. Il y eut des moments où l'argent était rare et ils durent faire des choix difficiles sur les dépenses à prioriser. Il y eut des maladies et des blessures, des désaccords et des frustrations. Mais à travers tout cela, Molly et Ethan restèrent dévoués l'un à l'autre et à la vie qu'ils construisaient ensemble. Ils n'oublièrent jamais les circonstances de leur rencontre, à quel point Molly avait été proche de vivre une vie de servitude et de désespoir, comment le simple acte de gentillesse d'Ethan avait changé leurs deux avenirs. Pour leur 10e anniversaire de mariage, Ethan ramena Molly à la maison principale du ranch où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Madame Winters, maintenant à la retraite et vivant dans un petit cottage à Marysville, avait arrangé pour qu'ils dînent dans les anciens appartements d'Ethan, la pièce même où Molly avait frotté les sols ce jour fatidique. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit ?» demanda Molly alors qu'ils se tenaient au centre de la pièce, se tenant la main comme de jeunes amoureux. « Ce premier jour, j'ai dit « Arrêtez, vous n'êtes pas ma servante », répondit Ethan en la serrant contre lui. « Et je le pensais. Tu n'étais pas destiné à passer ta vie à genoux à frotter les sols des autres. Tu étais destiné à tellement plus. J'ai trouvé plus que je n'aurais jamais pu l'imaginer, » dit Molly, levant la main pour lui caresser le visage. « J'ai trouvé l'amour, un partenariat, un but et un foyer. J'ai trouvé tout ce dont j'avais besoin en toi. » Ils renouvelèrent leurs vœux cette nuit-là dans la petite église de Marysville, entourés de leurs enfants, amis et voisins qui avaient vu leur histoire d'amour se dérouler au cours de la dernière décennie. M. Sullivan était présent, plus âgé maintenant mais toujours vif, et il porta un toast louant Ethan et Molly pour avoir construit quelque chose de durable et de vrai. Alors que les années continuaient de passer, leurs enfants grandirent fort et en bonne santé. James développa l'amour de son père pour le bétail et la terre, montrant une aptitude naturelle pour l'élevage dès son plus jeune âge. Sarah avait la douceur de sa mère avec les animaux et pouvait calmer même le cheval le plus craintif avec patience et des mots doux. Daniel était l'érudit de la famille, toujours en train de lire et de poser des questions, rêvant d'aller un jour à l'université. Ethan et Molly travaillèrent dur pour donner à leurs enfants des opportunités qu'ils n'avaient jamais eues. Ils engagèrent un tuteur pour s'assurer que tous les trois reçoivent une bonne éducation. Ils économisèrent de l'argent pour l'avenir des enfants, que ce soit pour les aider à démarrer leur propre ranch, financer des études universitaires ou fournir des dots. En 1895, la tragédie frappa lorsque M. Sullivan mourut subitement d'une crise cardiaque. Sa veuve, peu intéressée par l'entretien du ranch, décida de vendre la propriété. Ethan et Molly, ainsi que plusieurs autres ranchers locaux, mirent leurs ressources en commun pour acheter la terre et la divisèrent entre eux. Les possessions de la famille Owens s'étendirent considérablement et ils purent embaucher de l'aide supplémentaire pour gérer la plus grande exploitation. Mais Ethan n'oublia jamais ses racines de cow-boy et il insista pour faire sa part du travail dur et sale aux côtés de ses employés. Il traita ses employés avec le même respect et la même équité qu'il avait montré en tant que contremaître de M. Sullivan, s'assurant qu'ils reçoivent des salaires décents, des heures raisonnables et un traitement humain. Molly l'accompagnait souvent dans ses tournées du ranch, chevauchant à ses côtés sur Bouton d'Or, la jument douce qui lui avait appris à monter toutes ces années auparavant. Ils s'arrêtaient sur des points élevés pour admirer leurs terres, regardant le bétail paître et leurs enfants jouer, ressentant la satisfaction d'avoir construit quelque chose de significatif à partir de rien d'autre que l'amour et la détermination. En 1898, James annonça son intention d'épouser une fille de la ville, la fille du propriétaire du magasin général. Ethan et Molly leur organisèrent un grand mariage, ne lésinant sur aucune dépense pour célébrer le bonheur de leur fils aîné. La maison du ranch, qui avait été agrandie et améliorée au fil des ans, fut remplie de musique et de rire, alors que les amis et la famille se rassemblaient pour assister à l'union. Sarah ne montra aucun intérêt pour le mariage, à la grande frustration de divers prétendants pleins d'espoir. Au lieu de cela, elle se consacra à l'élevage et à l'entraînement de chevaux, développant une réputation dans tout l'Utah pour la production de bêtes exceptionnelles. Molly soutint l'indépendance de sa fille, se souvenant de son propre désir de sécurité et de but, au-delà de ce que la société offrait généralement aux femmes.
Daniel partit pour l'université en 1908, se dirigeant vers Salt Lake City pour étudier la littérature et la philosophie. Bien qu'il aimât le ranch et sa famille, son chemin se trouvait ailleurs et Ethan et Molly soutinrent son choix, même s'il leur manquait terriblement. Alors que Molly entrait dans la cinquantaine, elle réfléchissait souvent au voyage incroyable que sa vie avait pris. Elle avait survécu à la perte, à la pauvreté et au désespoir. Elle avait trouvé l'amour à l'endroit le plus inattendu et avec la personne la plus inattendue. Elle avait construit un foyer, élevé des enfants et aidé à créer une entreprise prospère grâce à des années de travail acharné et de persévérance. Mais plus que toutes ces réalisations, elle s'était trouvée elle-même. Elle n'était plus la jeune femme effrayée et désespérée qui frottait les sols dans la chambre d'un étranger. Elle était Molly Owens, ranchée, épouse, mère et partenaire d'un homme qui ne l'avait jamais fait se sentir moins que son égal. Les soirs tranquilles, quand le travail était terminé et les enfants couchés, Molly et Ethan s'asseyaient ensemble sur leur porche, regardant le soleil peindre le ciel de couleurs brillantes en se couchant derrière les montagnes. Parfois, ils parlaient des événements de la journée ou faisaient des plans pour le lendemain. Parfois, ils s'asseyaient simplement dans un silence confortable, les mains jointes, puisant du réconfort dans la présence de l'autre. Tu te demandes parfois ce qui se serait passé si je n'étais pas revenu tôt à mes appartements ce jour-là? Demanda Ethan un soir de ce genre. Si je ne t'avais pas vu frotter mes sols. Tout le temps, admit Molly. Ma vie aurait été si différente, plus petite, plus dure. La mienne aussi, dit Ethan doucement. Je serais devenu un rancher prospère un jour, je suppose, mais j'aurais été seul ou marié à quelqu'un que je n'aimais pas vraiment. Je n'aurais pas su ce que je manquais, mais cela ne veut pas dire que la perte n'aurait pas été réelle. Nous avons eu de la chance, dit Molly, de nous trouver au moment exact où nous avions tous les deux besoin d'être sauvés. Tu m'as sauvé tout autant que je t'ai sauvé, répondit Ethan, portant sa main à ses lèvres. N'en doute jamais. Leurs petits-enfants commencèrent à arriver au début des années 1900, apportant une nouvelle vie et une nouvelle énergie au ranch. James et sa femme eurent 4 enfants et chacun semblait hériter des meilleures qualités de la famille Owens. La force, la détermination, la gentillesse et une éthique de travail inébranlable. Molly se délectait d'être grand-mère, gâtant les petits avec des friandises et des histoires, tout en aidant leurs parents à gérer le chaos de l'éducation de plusieurs enfants dans un ranch en activité. Elle apprit à ses petites filles à lire, à coudre et à monter à cheval. Elle montra à ses petites filles comment s'occuper des veaux nouveau-nés et identifier différents oiseaux par leur chant. Ethan construisit une petite aire de jeu près de la maison principale où les petits-enfants pouvaient jouer en toute sécurité pendant que leurs parents travaillaient. Il sculptait des jouets en bois dans son atelier pendant les mois d'hiver, créant des armées entières de chevaux, de bétail, de cowboys et de bâtiments pour des jeux imaginaires élaborés. Alors qu'ils entraient dans la soixantaine, Ethan et Molly commencèrent tous deux à ralentir, leur corps montrant l'usure accumulée de décennies de dur labeur physique. Mais leurs esprits restaient vifs et leur amour l'un pour l'autre ne faisait que s'approfondir avec le temps. Ils avaient bravé des tempêtes, littérales et métaphoriques, et chaque défi surmonté avait renforcé les liens entre eux. En 1910, Daniel revint de l'université avec un poste d'enseignant dans une école de Provo. Il avait également ramené une épouse, une jeune femme brillante qui partageait son amour de l'apprentissage et de la littérature. Bien que le chemin de Daniel l'ait éloigné de l'élevage, il resta proche de sa famille, rendant visite régulièrement et amenant ses futurs enfants à découvrir la terre où il avait grandi. Sarah se maria finalement en 1912, choisissant un vétérinaire discret d'un comté voisin qui partageait sa passion pour les chevaux et les animaux. Leur mariage fut petit et intime, exactement comme Sarah le voulait. Et Molly pleura des larmes de joie en regardant sa fille indépendante promettre sa vie à un homme qui l'adorait et la respectait clairement. En 1915, le Ranch Owens était l'une des exploitations les plus prospères du centre de l'Utah. Il fournissait un emploi à des dizaines de personnes et produisait du bétail qui était expédié dans tous les États de l'Ouest. La cabane d'origine, maintenant utilisée pour le stockage, témoignait du chemin parcouru depuis ses humbles débuts. Mais malgré leur succès et leur prospérité, Ethan et Molly n'oublièrent jamais leurs racines.
Ils faisaient régulièrement des dons à des œuvres de bienfaisance locale, aidaient les familles dans le besoin et militaient pour un traitement équitable des travailleurs dans toute la région. Molly, en particulier, se fit un devoir d'aider les jeunes femmes qui se trouvaient dans des situations désespérées, offrant emploi, conseils et soutien à celles qui lui rappelaient sa propre jeunesse. Elle engagea plusieurs femmes au fil des ans qui n'avaient nulle part où aller, leur donnant des postes au ranch et les aidant à reconstruire leur vie. Certaines finirent par partir, trouvant leur propre chemin vers l'indépendance et la sécurité. D'autres restèrent, devenant des membres appréciés de la famille du ranch. L'une de ces femmes, une veuve nommée Grace avec 2 jeunes enfants, épousa finalement l'un de leurs employés de ranch et s'installa sur un terrain adjacent à la propriété des Owens. Molly et Grace devinrent des amies proches et Molly éprouva une grande satisfaction à voir une autre femme trouver la sécurité et le bonheur qu'elle avait autrefois cru impossible. Alors qu'Ethan et Molly entraient dans la soixante-dizaine, ils se retirèrent progressivement de la gestion active du ranch, confiant les opérations quotidiennes à James et à sa famille. Mais ils restèrent impliqués, offrant des conseils lorsqu'on leur demandait et continuant à vivre dans la maison qu'ils avaient construite ensemble toutes ces années auparavant. Ils célébrèrent leur 40e anniversaire de mariage en 1923 avec un rassemblement massif qui attira des gens de toute la vallée. La fête dura 2 jours avec de la nourriture, de la musique et de la danse. Amis et familles prononcèrent des discours racontant diverses aventures et mésaventures de 4 décennies de mariage, et les rires résonnèrent sur les terres du ranch. Quand quelqu'un demanda à Ethan le secret d'un mariage long et heureux, il réfléchit attentivement avant de répondre. Le respect, dit-il finalement. Dès le premier jour, j'ai respecté Molly comme une partenaire égale, pas comme quelqu'un en dessous de moi ou obligé de me servir. Ce respect a été le fondement de tout ce que nous avons construit ensemble. Molly ajouta ses propres pensées et l'amour. Pas seulement le sentiment romantique, bien que ce soit important aussi, mais le choix quotidien de s'aimer même quand c'est difficile. De soutenir les rêves de l'autre, de pardonner les erreurs, de travailler ensemble vers des objectifs communs. Ce genre d'amour se construit à travers des milliers de petites actions sur de nombreuses années. Leur sagesse résonna auprès des jeunes couples présents, dont beaucoup commençaient tout juste leur propre parcours conjugal. Molly et Ethan étaient devenus des exemples vivants de ce que pouvait être un véritable partenariat, inspirant les autres à aspirer à la même profondeur d'engagement et de respect dans leurs propres relations. À la fin des années 1920, alors que la nation entrait dans une période de prospérité économique, le ranch continua de prospérer. Les nouvelles technologies facilitaient le travail du ranch et les automobiles avaient remplacé les chevaux pour certaines tâches. Bien que la famille Owens ait conservé un troupeau de chevaux considérable pour le travail du bétail et pour le programme d'élevage de Sarah. Molly, maintenant dans la fin de la soixantaine, se levait encore tôt chaque matin pour regarder le lever du soleil depuis son porche. Son corps avait ralenti et ses articulations lui faisaient mal par temps froid, mais son esprit restait vif. Elle trouvait de la joie dans ses enfants et petits-enfants, dans la terre qu'elle et Ethan avaient façonnée au fil de décennies de travail, dans la communauté qu'ils avaient aidé à construire. Ethan, quelques années plus âgé que Molly, restait actif malgré son âge. Il sortait encore à cheval de temps en temps pour vérifier le bétail, bien que jamais seul et jamais pour de longues périodes. Ses cheveux, autrefois sombres, étaient devenus argentés, et de profondes raides étaient gravées autour de ses yeux, après une vie passée à plisser les yeux au soleil. Mais ses yeux bleus pétillaient encore quand il regardait sa femme. Pour leur 50e anniversaire de mariage en 1933, en pleine Grande Dépression qui dévastait une grande partie de la nation, la famille Owens avait des raisons de célébrer. Bien que les temps fussent durs pour beaucoup, une gestion prudente et la diversification avaient permis au ranch de mieux résister à la tempête économique que la plupart. La célébration fut plus calme que leur 40e, reflétant à la fois l'humeur nationale et leur âge avancé, mais non moins significative. Leurs 3 enfants, maintenant d'âge moyen avec leur propre famille, se rassemblèrent avec les petits-enfants et arrière-petits-enfants pour honorer le couple qui avait tout commencé. James, qui dirigeait maintenant le ranch avec son propre fils apprenant le métier, prononça un discours en l'honneur de ses parents. Mon père m'a appris que le succès ne se mesure pas seulement en acres possédés ou en bétail vendu,
mais dans les vies que vous touchez et l'héritage que vous laissez. Mes deux parents m'ont montré que traiter les gens avec dignité et respect n'est pas seulement moralement juste, c'est aussi une bonne affaire. La loyauté et le dévouement de nos employés au fil des ans ont été l'un de nos plus grands atouts. Sarah parla de la force et de l'indépendance de sa mère, de la façon dont Molly avait soutenu les choix non conventionnels de ses filles et lui avait appris que la valeur d'une femme n'était pas déterminée par son adéquation aux attentes traditionnelles. Ma mère m'a montré qu'être une épouse et une mère ne signifiait pas renoncer à ses propres rêves et à son identité. Elle a toujours été pleinement d'elle-même, et elle m'a encouragé à être la même. Daniel, l'érudit, parla de la curiosité intellectuelle que ses deux parents avaient encouragée, malgré leur propre éducation formelle limitée. Ils m'ont appris à poser des questions, à lire beaucoup, à penser de manière critique. Ils ne m'ont jamais fait sentir que mes intérêts étaient moins valables parce qu'ils n'étaient pas directement liés à l'élevage. Ils ont soutenu mes rêves, même quand ces rêves m'ont emmené loin de la maison. En écoutant ses enfants parler, les larmes coulant sur son visage buriné, Molly s'émerveilla de la chance qu'elle avait eue dans la vie. Elle repensa à cette jeune femme terrifiée qui frottait les sols, certaine qu'elle passerait le reste de ses jours en servitude, sans jamais connaître la sécurité ou l'amour. Cette fille n'aurait jamais pu imaginer ce moment, entourée d'enfants et de petits-enfants qui l'aimaient, célébrant 50 ans de mariage avec un homme qui avait vu sa valeur quand elle ne pouvait pas la voir elle-même. Cette nuit-là, seule dans leur chambre, Ethan serra Molly dans ses bras comme il l'avait fait pendant 50 ans. « Merci », murmura-t-il dans ses cheveux. « Pourquoi? Pour avoir dit oui toutes ces années, pour avoir construit cette vie avec moi, pour avoir été ma partenaire dans tous les sens du terme, pour m'avoir donné des enfants qui me rendent fier chaque jour, pour m'avoir aimé même quand j'étais têtu, stupide ou que j'avais tort. Merci de m'avoir empêché de frotter ce sol, répondit Molly avec un petit rire. Merci de m'avoir vue comme plus qu'une servante. Merci de m'avoir respecté, aimé et de m'avoir donné une vie au-delà de tout ce que j'osais espérer. Ils s'endormirent dans les bras l'un de l'autre comme ils l'avaient fait d'innombrables fois auparavant, sûrs que quel que soit le temps qu'il leur restait, ils y feraient une face ensemble. Les années suivantes passèrent paisiblement. Le ranch continua de prospérer sous la direction de James, s'adaptant au temps changeant tout en maintenant les valeurs fondamentales qu'Ethan et Molly avaient inculquées. La dépression prit finalement fin et la nation commença à se redresser. De nouveaux petits-enfants et arrière-petits-enfants naquirent, assurant que l'héritage des Owens se poursuivrait pour les générations à venir. Ethan décéda paisiblement dans son sommeil durant l'hiver de 1938 à l'âge de 83 ans. Molly se réveilla à côté de lui pour découvrir qu'il était simplement parti pendant la nuit, son visage paisible et sans trouble. Elle lui tint la main pendant un long moment, pleurant la perte, tout en se sentant reconnaissante pour les 55 années qu'ils avaient partagées. Ses funérailles attirèrent des centaines de personnes, témoignant de l'impact qu'il avait eu sur la communauté. Les employés de ranch qu'il avait employés au fil des décennies vinrent lui rendre hommage, partageant des histoires sur son équité et sa gentillesse. Des associés d'affaires parlèrent de son intégrité et de sa sagesse. Mais ce furent les éloges de la famille qui capturèrent vraiment qui avait été Ethan Owens. C'était un homme qui croyait en la dignité, dit James, la voix brisée par l'émotion. Pas seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qu'il rencontrait. Il traitait le plus récent employé de ranch avec le même respect qu'il montrait aux gouverneurs et aux hommes d'affaires. Il nous a appris que le caractère n'est pas déterminé par la richesse ou la position, mais par la façon dont vous traitez les gens quand vous avez du pouvoir sur eux. Molly vécut 3 ans de plus sans Ethan, entourée d'une famille aimante, mais sentant son absence comme une douleur physique. Elle resta dans la maison qu'ils avaient construite, refusant les suggestions de déménager chez l'un de ses enfants. Cette maison contenait trop de souvenirs, trop de la présence d'Ethan, et elle voulait y passer le temps qui lui restait. Elle remplit ses journées avec ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, transmettant des histoires du bon vieux temps, leur enseignant les compétences qu'elle avait acquises au cours d'une vie, leur inculquant les valeurs qui avaient guidé sa vie et celle d'Ethan. Elle resta vive et engagée jusqu'à la fin, ne perdant jamais sa curiosité ni sa compassion pour les autres. Molly décéda au printemps de 1941 à l'âge de 80 ans. Elle mourut dans son sommeil dans le lit qu'elle avait partagé avec Ethan,
et sa famille se réconforta en sachant qu'elle était en paix et réunie avec l'amour de sa vie. Ses funérailles eurent lieu dans la même église où elle avait épousé Ethan 58 ans plus tôt. Comme les siennes, elles attirèrent une foule immense. Les femmes qu'elle avait aidées au fil des ans vinrent honorer celles qui leur avaient donné de l'espoir quand elles n'en avaient plus. Les membres de la communauté parlèrent de sa charité et de sa gentillesse. Mais encore une fois, ce fut la famille qui captura vraiment son essence. Sarah parla de la force et de la résilience de sa mère. Elle a survécu à des pertes qui auraient brisé beaucoup de gens. Elle a fait face à la pauvreté, à la solitude et à l'incertitude, mais elle n'est jamais devenue amère ou dure. Au lieu de cela, elle a utilisé ses expériences pour développer de la compassion pour les autres confrontés à des luttes similaires. C'était la femme la plus forte que j'ai jamais connue, et je m'efforce chaque jour d'être comme elle. Molly et Ethan furent enterrés côte à côte sur une colline surplombant leur ranch, sous une paire de peupliers qu'ils avaient plantés ensemble dans les premières années de leur mariage. Leur pierre tombale était simple, portant leur nom, leur date et une seule inscription choisie par leurs enfants. Partenaires dans l'amour et la vie, ensemble pour toujours. Le ranch qu'ils avaient construit continua de prospérer pendant des générations sous la direction de leurs descendants. La cabane d'origine, soigneusement préservée, devint une sorte de musée familial, rempli d'artefacts de ses premiers jours. Enfants et petits-enfants la visitaient pour se souvenir où l'histoire de la famille Owens avait commencé, dans une simple cabane de 2 pièces construite avec amour et détermination. Les valeurs que Molly et Ethan avaient incarnées, le respect, l'intégrité, le travail acharné, la compassion et la dignité de toutes les personnes, quelle que soit leur position, devinrent des principes fondamentaux transmis de génération en génération. Leurs descendants portèrent ces valeurs dans divers domaines et entreprises, se souvenant toujours de l'exemple donné par le couple qui avait commencé avec rien d'autre qu'eux-mêmes et qui avait construit quelque chose de durable. L'histoire de leur rencontre devint une légende familiale, racontée et répétée à chaque nouvelle génération. Le conte du contremaître du ranch qui empêcha une jeune femme désespérée de frotter ses sols, qui reconnut sa valeur et sa dignité intrinsèque quand la société lui disait qu'elle n'était qu'une servante, résonna à travers les décennies. Il rappelait aux descendants des Owens que la façon dont nous traitons ceux qui ont moins de pouvoir que nous définit qui nous sommes vraiment. Au 21e siècle, lorsque les descendants se réunissaient pour des réunions de famille au ranch qui avaient grandi de ses humbles débuts, ils faisaient inévitablement un pèlerinage sur cette colline où Molly et Ethan reposaient ensemble. Debout sous les peupliers, maintenant massifs, regardant la terre qui avait nourri leur famille pendant des générations, ils réfléchissaient à l'extraordinaire histoire d'amour qui avait rendu tout cela possible. 2 personnes de mondes différents, réunies par le hasard et unies par choix, qui ont construit non seulement un ranch prospère, mais un héritage d'amour, de respect et de dignité humaine qui a résonné à travers les générations. Le contremaître qui a vu au-delà des conventions sociales pour reconnaître la valeur de chaque personne et la servante qui a prouvé que les circonstances ne définissent pas le caractère ni ne limitent le potentiel. Leur histoire d'amour, née d'un moment de simple gentillesse un jour ordinaire de 1883, est devenue extraordinaire grâce à 55 ans de choix quotidiens d'aimer, de respecter et de s'associer l'un à l'autre à travers toutes les joies et les peines de la vie. C'était un témoignage du pouvoir de voir et de valoriser une autre personne pour ce qu'elle est vraiment, et des choses incroyables qui peuvent naître lorsque 2 personnes s'engagent à construire une vie ensemble, basée sur l'égalité, le respect et un véritable partenariat. Et ainsi, l'héritage de Molly et Ethan Owens a perduré, non seulement dans la terre et le ranch qui portaient leur nom, mais dans les valeurs qu'ils incarnaient et l'amour qu'ils partageaient. Un amour qui a commencé le jour où un contremaître a vu une femme frotter ses sols et a dit 5 mots simples qui ont changé leurs 2 vies pour toujours. Arrêtez, vous n'êtes pas ma servante.